18 GT3, 18 hypercars et 1812 km à faire au Qatar. Messieurs, la saison d'endurance est repartie. C'est pourquoi, finalement, on est tous impatients à partir du moment où à Bahreïn ça s'arrête. Je suppose que là, l'impatience, elle est parfaitement élevée, si je puis dire. Guillaume, Olivier, quand est-ce que vous partez au Qatar, vous, pour être très précis? Très précis, je parle le mardi d'avant le prologue, donc le mardi, faut te donner une date exacte, comme ça on est précis. Le mardi, on veut tes horaires et on veut ton numéro de février vol. 2025, dans l'après-midi, pour être précis. Moi, je pars le mercredi 19, mais j'ai pas encore mes billets d'avion, donc je croise les doigts. Non, en vrai, je pars le mercredi, ouais. Parce que ces 1812 km du Qatar, ils sont un petit peu différents des autres courses de la saison. On va commencer justement par ça. Il y a un petit prologue qu'on peut peut-être appeler les essais officiels de pré-saison, comme on en avait en F1, par exemple à Barcelone ou à ces endroits-là. Donc pour vous, messieurs, ça va déjà être beaucoup de travail. Moi, je ne serai pas avec vous sur cette manche. J'y étais l'année dernière. Mais donc, il y aura quand même, avant la course, c'est ça, deux grosses journées de travail avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet et le vrai lancement de saison. Ah, c'est beau les congés paternité quand même. Hein. Ça fait long quand même à force. Hein. Tu as quand même l'habitude de pas venir à force. Hein. Ah bah tu sais, on peut toujours trouver des solutions, mais là cette année c'est un peu tendu et c'est plus lié non pas à la vie de famille, mais plutôt à la vie professionnelle parce qu'on a pas mal de matchs sur les autres compétitions que je dois suivre. Et là j'avoue que le Qatar ça faisait un peu trop, donc on se donnera nous rendez-vous sur le terrain à Imola. Ah ouais, le prologue on a beaucoup de boulot. Bah déjà ça va être la découverte de la piste. La piste, normalement, on n'a pas trop changé depuis l'année dernière. Peut-être quelques vibreurs et quelques parties en gravier, un peu plus que l'année dernière. La F1 était là-bas en mois de novembre dernier. Ils ont rajouté un peu de gravier derrière les vibreurs pour éviter que les pilotes fassent des limites de piste. C'est vrai que l'année dernière, c'était un peu le sujet pendant la course et pendant toute la semaine. Donc, je crois que le circuit a un peu évolué par rapport à ça. Donc, nous, il va falloir qu'on analyse ça. Parce que ça peut avoir une incidence sur les pneus, sur pas mal de choses. Et puis voilà, nous avec le nouveau jouet, la nouvelle voiture, continuer d'apprendre, continuer d'analyser des datas, d'essayer des différents setups, d'essayer les différents pneus, donc pas mal de boulot, ouais. Parce que c'est vrai, on ne s'est pas présenté, mais Olivier Bertha, pour ceux qui nous prennent en route, est ingénieur de piste dans une écurie de course, en l'occurrence celle qui fait courir les Cadillacs officiels cette année en championnat du monde d'endurance, donc l'écurie Jota. Et donc l'année dernière, il était sur les Porsche et cette année, il est sur les Cadillacs. Donc il y a eu pas mal de travail cet hiver. Et de l'autre côté, on a donc Franck Paradisio, Guillaume Lajoigny de son nom de tous les jours et qui lui travaille pour les réseaux sociaux de l'écurie Alpine et donc ça fait 2 entrées intéressantes sur le paddock, le fameux paddock où tout se passe. Et on a Guillaume Nedelec qui opère cette fois-ci à distance, mais du coup comment tu te présentes? Toi, tu es journaliste pour Ouest France depuis depuis 10 ans depuis même 15 ans. 15 ans. J'ai commencé dès que j'ai passé mon bac. Et spécialisé dans le sport auto et particulièrement la Sarthe, si j'ai bien compris, tu as quand même un affect pour Le Mans. Ouais, voilà, on essaye de venir de temps en temps pour la petite course qui a lieu en juin. Je vous entendais parler là, ces trucs là, les 24 heures du Mans, un truc comme ça. Là. Donc, ouais, ça pas beaucoup d'histoire en plus sur cette course, tu connais pas grand-chose. Non. Moi, les courses qui m'intéressent plus, tu vois, c'est les courses de karting qu'on a sur le circuit Alain Prost. Ça, c'est vraiment intéressant. Non, je plaisante évidemment, elles sont vachement bien, les courses. Et toi, de ton point de vue donc journalistique, de pas être sur place pour le prologue, comment tu vas suivre ça? Tu vas dépendre des collègues qui vont t'envoyer des infos ou tu vas compter sur nous pour t'envoyer des infos? Comment tu vas faire? Il faut toujours multiplier ses sources, tu vois, en journalisme. Plus tu as de sources, plus tu as d'informations. En fait, aujourd'hui, je pense à m'être un peu installé dans le paddock, donc j'arrive quand même à avoir pas mal d'infos, même à distance. C'est vrai que le prologue, il est pratique parce que tu vois tout le monde dans une ambiance un peu détendue. Tu peux faire pas mal de sujets, tu mets pas mal de sujets de côté, tu avances ces choses. Là cette année on va faire 100 mais je vais essayer essayer d'avoir des teams, essayer de choper quand même quelques informations par-ci par-là. Et puis par contre à Imola, j'arriverai vraiment préparé et je pense que sur la première journée, la journée média à Imola, je pense que je vais multiplier les rendez-vous.
Parce que pour te démarquer, par exemple, d'autres journaux, tu es obligé de pas juste relayer les infos que les équipes vont t'envoyer via des bulletins, comment t'appelles ça, Les journaux communiqués de presse, ouais. Des Ouais. bulletins. En fait, sais pas. t'as plusieurs rendez-vous quand tu tu suis les courses. T'as ce qu'on appelle, t'as évidemment les communiqués de presse qui sont souvent assez succincts. Le truc, c'est que le communiqué de presse, t'as généralement une preview au mieux, et sinon, tu l'as le dimanche après la course, si ce n'est le lundi matin, non? Pour les meilleurs, on l'a le dimanche après la course pour les plus efficaces. Alors là, en l'occurrence, pour les 1812 km du Qatar, ce sera le vendredi soir. T'as peut-être un communiqué d'après prologue quand même au Qatar, non? Ouais, Je je sais pense. même pas. T'as un entre-deux très souvent. En termes de responsable presse, il y en a un qui est particulièrement bon donc chez Cadillac, qui s'appelle Dave Lewandowski. Il a longtemps été sur la NASCAR, il a été sur l'IMSA. Et c'est un Américain, il est tout petit, mais il doit avoir 65 ans. Et il est super bon. Et il est capable de t'envoyer un audio des pilotes sur WhatsApp juste au moment où les voitures passent la ligne d'arrivée. Enfin, toi, pour bosser, c'est royal, quoi. Pour Internet, pour tout. Et puis, tu as d'autres équipes où tu attends le communiqué de presse, il arrive le lundi, puis il n'y a aucune info dedans, quoi. Donc, bon. Ceux-là, généralement, c'est des équipes dont tu parles moins, d'ailleurs. Par défaut, tu fais un choix. Mais je dois dire que globalement, c'est plutôt bien organisé en WEC. Il y a une communication qui est plutôt bonne. Donc, tu arrives à choper les informations. Après, quand tu es dans les bonnes discussions WhatsApp, tu arrives à avoir, quand il va y avoir les arrêts au stand, les raisons, les choses comme ça. Et à partir de là, tu peux quand même apprendre beaucoup de choses. Et le broadcast TV, il est quand même plutôt bien fait. Donc, tu peux voir beaucoup de choses. Et après, éventuellement, si j'ai une question très précise, je peux demander à un collègue de la poser pour moi. Jota, ils ont une conversation WhatsApp ou pas? Ils ont une conversation WhatsApp. Ouais. Donc, il n'y a que nous qui n'avons pas de conversation WhatsApp. Chez Alpine En hypercar, je veux dire, il y a tout le monde qui en a une? Non, pas tout le monde. Jota, ils en ont une. Toyota, il y en a une. Aston, il y en a une, mais c'était celle du GT, mais qui va se muter. projette. Et Ferrari. Ferrari, ouais, ils ont même mieux. Ils ont une espèce de groupe où tu as d'un côté une discussion et de l'autre, tu as les news qui apparaissent. Ils ont fait un truc pas mal sur WhatsApp. Ouais. Ça serait bien que le public puisse avoir accès à ce genre de choses aussi. Normalement, si tu fais, nous, ce qu'on essaye de faire, alors est-ce qu'on le fera cette année? Ça dépend des moyens qu'on va mettre en place. Mais quand on fait les directs, par exemple, les directs commentés, par exemple, aux 24 heures du Mans, nous, pendant 24 heures, tu as toujours un journaliste qui va te dire ce qui se passe. Et donc, moi, généralement, je leur transmets les infos. Donc, on sait aux arrêts au stand si Ferrari, par exemple, ils te disent où est-ce qu'ils ont changé les pneus. Alors, tu peux le savoir via Michelin aussi. Quand tu demandes aussi à Michelin, ils te le disent. Mais tu peux savoir qui a changé les pneus, s'ils ont changé les quatre, s'ils ont changé que d'un côté. Enfin, tu apprends beaucoup de choses sur l'usure, sur les choses. Mais le problème, c'est de savoir où aller chercher l'info. Ouais, et de savoir l'expliquer parce qu'en soi. Non, mais pour les fans, j'entends les fans. Tu vois, les fans qui veulent suivre toutes les stratégies, tout ce que fait tout le monde, sachant qu'il n'est pas sur les groupes WhatsApp, c'est compliqué de trouver le bon canal sur lequel tu vas tout trouver. Peut-être l'appli du WEC fait un truc comme ça au final, mais je l'utilise jamais. Et c'est pas mal. C'est franchement pas mal, mais c'est pas aussi complet. Tu as les stats en direct. Enfin, tu peux aller chercher en fait. Mais c'est comme les graphiques TV qu'on a pendant les courses de WEC. J'ai l'impression, peut-être Olivier, tu seras mieux que nous pour le coup. J'ai l'impression qu'une fois sur deux, c'est faux, que ce soit l'énergie ou l'âge des pneus ou des trucs comme ça, tu vois. L'énergie, je crois qu'il est assez correct, honnêtement. Même nous, des fois, on l'utilise pour savoir si on a plus d'énergie ou pas que d'autres équipes. Okay. Donc ça, c'est assez intéressant. Et par rapport aux pneus, c'est pas toujours correct. Je suis d'accord avec toi. Des fois où ce qu'ils mettent à l'écran, c'est pas du tout vrai au niveau de l'âge des pneus, surtout. Souvent, après, au niveau de la spec des pneus, si c'est un soft, un medium ou un hard, ça c'est souvent bon, mais des fois, l'âge des pneus, il est pas correct, quoi. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est un truc qu'ils peuvent automatiser ou c'est un mec manuellement chez Michelin qui doit faire un rapport à la TV du WEC et un mec qui doit updater et tout? Alors, en WEC, en fait, t'as un genre de scanner à l'entrée et à la sortie des stands. Et en fait, c'est un peu comme quand tu passes tes articles à la caisse au supermarché. Ça, ouais, en fait, mais ça c'est relié à la... je pense, ouais, parce que donc ces infos sont envoyées en direct à la direction de course pour vérifier que les équipes n'utilisent pas plus de pneus que prévu, par exemple. Donc, je sais pas après si le TV, le Live Feed TV a aussi ces infos-là, mais en tout cas, je pense qu'ils pourraient utiliser ces datas-là. Ouais.
En fait, pour être précis, sur les courses, Michelin veut mettre en place un système où tu as des tablettes et tu peux avoir accès au HH, le fameux, où tu peux voir en direct quels choix sont faits et tu peux savoir où ils en sont au niveau des pneus généralement. Et ça, c'est une volonté qu'ils veulent mettre en place. Enfin, c'est quelque chose qu'ils veulent mettre en place cette année. Mais pour qui? Pour les médias, du coup, tu veux dire? Pour les médias, ouais, qui suivent au plus près. Ça, tu nous avais déjà parlé de ça, je crois, une tablette Ouais. en salle de presse ou je sais pas quoi. C'est ça. Bah, en fait, généralement, donc c'est Pierre Alves, le patron de Michelin, de la compétition chez Michelin, qui passe souvent. Il a 2-3 attachés de presse qui ont aussi cette tablette. Donc, quand tu as besoin, tu peux demander à l'avoir. Et donc, il se posait la question en fait de nous en mettre à dispo plus régulièrement, notamment sur les 24 heures du Mans, pour que tu aies un suivi, que tu saches où ça en est sur les stratégies. Et c'est vrai que le HH, Olivier pourra nous expliquer un peu plus. Moi, j'avais eu le droit à un cours un peu express un matin des 24 heures du Mans avec Olivier. C'était quoi? C'était, je crois, le jeudi des essais. Vous aviez malheureusement que ça à faire à ce moment-là. Mais Olivier m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Ouais, en fait, donc c'est un logiciel qui s'appelle HH Data Management. Et en fait, ça permet aux équipes de regrouper un peu toutes les données qu'une équipe de course peut avoir pendant un week-end de course. Et en fait, de le partager avec tous les membres de l'équipe. Donc, va y avoir des données de pneus, des données de kilométrage de pièces, des données de stratégie. Il y a beaucoup de données en fait dedans, dans ce logiciel-là. Et en fait, c'est dans ce logiciel-là où on va organiser les plans pour chaque séance, combien de tours on va faire, de combien vont être les arrêts au stand, de 2 minutes, 5 minutes, combien d'essence on va mettre, est-ce qu'on fait un changement de setup. Donc il y a énormément d'infos. En fait, ça permet à toute l'équipe de voir toujours un peu la même info ou les infos dont ils ont besoin d'une façon un peu optimisée et d'une façon du même visuel pour tout le monde. Donc ça, c'est assez pratique. Et après, c'est aussi un logiciel qui est assez qu'on peut optimiser et personnaliser pour chaque équipe. Donc après, on peut faire des petits changements à notre sauce. Et donc nous, c'est un logiciel chez Jota, par exemple, tu vois, on l'utilise depuis, je dirais, 5 ou 6 ans, avec beaucoup de développement derrière. Donc ça nous permet d'avoir une base de données aujourd'hui qui est énorme et on peut regarder ce qui s'est passé l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait, comparer. Enfin, c'est un logiciel que beaucoup d'équipes aujourd'hui utilisent. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais ça rend quand même la vie des équipes plus facile. Ouais. Et en fait, ça t'offre une vraie lecture et overview de la course, parce que du coup, il faut se dire aussi que s'ils le mettent à disposition des médias en salle de presse, c'est parce que c'est assez, enfin parce qu'il y a un truc hyper accessible. Nous, on voit à quoi ça ressemble, donc c'est simple d'en parler. Mais peut-être là, les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais vu à quoi ressemblait HH Timing ouvert, ils comprennent pas. Mais en fait, il y a un truc assez ludique presque. Je parle pas dans l'utilisation, mais je parle vraiment dans la lecture où tu vois toutes les voitures et tu vois tous les stints. Et en fait, il t'anticipe aussi le nombre de stints pour aller au bout, etc. Donc en fait, hyper facilement, tu as une lecture de la course, tu vois, au-delà de ce que vous, bien sûr, vous faites, disons, derrière le rideau. Nous, les noobs, et ben, on arrive à voir la course et comprendre comment ça va se passer dans la dernière demi-heure ou quelque chose comme ça, tu vois. Daytona, c'est très pratique. Ouais, mais c'est sûr que après, sur des courses longues comme ça, de 6, 8, 10 ou 24 heures, c'est super compliqué, en fait, d'expliquer une course ou ce qui se passe à un public. Et en fait, il faut soit avoir les bons outils, soit avoir les bonnes personnes qui puissent expliquer. Mais par exemple, une voiture qui peut être en tête à un moment donné, elle a peut-être aucune chance de gagner. Elle est peut-être juste en tête parce qu'elle est sur une stratégie qui est différente, elle va plus loin ou elle s'arrêtait avant. Enfin, et ça, en fait, ce logiciel, ça nous permet de voir toutes les infos au niveau aussi données timing, de quand est-ce que la voiture s'est arrêtée, combien de temps elle s'est arrêtée au stand, combien de tours elle a fait au dernier relais, combien de tours on pense qu'elle va faire à ce relais-là, le gap par rapport à la voiture devant, la voiture derrière. Enfin, il y a beaucoup d'infos. Et en fait, ça, oui, c'est sûr que c'est très graphique, c'est très visuel et ça permet aussi de comprendre la course un peu plus facilement. Et puis, il y a une donnée qui est calculée en direct, et ça qui est vraiment très importante. Moi, je trouve, c'est ce qu'on appelle les moyennes des pilotes, les averages. Et ça, tu les as en direct, donc tu sais globalement qui est en forme, qui marche bien, qui marche moins bien, parce que tu peux avoir un mec qui va te faire un super temps sur un tour, et puis en fait, derrière, il va faire n'importe quoi, enfin, ça va pas marcher.
Et toi, tu auras retenu que le meilleur tour, donc tu diras, ah ouais, il a fait un super relais, alors qu'en fait, potentiellement, c'était pas si bon que ça. Et c'est surtout, en fait, nous, sur ceux que Michelin compte nous mettre, enfin, que j'ai pu voir de Michelin, c'était, t'avais les averages, t'avais les arrêts au stand, les composés de pneus, puisque c'est eux qui ont les données sur ça, et c'est tout globalement. Nous, on n'a pas accès à tout ce qui est, ah, tiens, ils ont utilisé telle pièce, elle a fait 5000 bornes avant, ça, vous doutez bien qu'on n'y a pas accès. Mais du coup, pour faire une petite transition vers le Qatar, tu peux nous expliquer, Olivier, comment, grâce à HH Timing, n'ont pas pu voir que la voiture, elle irait pas faire les 3 derniers tours de la course? Alors, je sais pas exactement ce qui s'est passé pour eux, mais je pense que c'est pas vraiment ça. En fait, je pense que ce qui s'est passé pour eux l'année dernière, Peugeot, en fait, pour réexpliquer ce qui s'est passé. Donc, ils étaient en deuxième position de la course au général, avec toujours l'ancien modèle de la Peugeot, donc sans aileron, qui convenait pas mal à ce type de circuit parce qu'un circuit assez C'était plat, sans aileron. sans bosse. Il n'y a pas de boss, ouais. Elle avait pas d'aileron à l'époque, celle-là encore. Il n'y Ah avait ouais, pas d'aileron, c'était non. Il n'y avait ouais. pas d'aileron sur la première course, ouais. C'est bien, hein, Guillaume, merci de suivre l'endurance. Et en fait, donc ils étaient deuxième à, je sais plus moi, 40, non même pas à 20 minutes de la fin de la course. Et en fait, donc il y avait un dernier arrêt à faire pour eux qu'ils ont fait. Et en fait, le dernier arrêt de la course, il est un peu spécifique parce que c'est pas toujours un relais entier que tu vas faire après. Donc tu vas pas forcément mettre le plein d'essence dans la voiture. Tu vas mettre une quantité d'essence nécessaire pour aller au bout, mais tu veux pas en mettre trop pour pas te trimballer avec 10, 15, 20 kilos de plus sur le dos. Donc tu veux juste avoir la bonne quantité d'essence. Donc il faut toujours un peu calculer combien de tours tu penses qu'il va rester jusqu'à la fin de la course. Donc on va dire qu'il va rester 15 tours. Donc tu vas mettre, je sais pas moi, 16 ou 17 tours d'essence juste pour avoir une ou deux tours dans la poche au cas où. Et en fait, ce qui s'est passé avec la Peugeot, c'est qu'ils en ont pas mis assez. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être eu un raté ou une pièce qui n'a pas fonctionné. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, ils n'avaient pas assez d'essence dans la voiture au dernier ravitaillement. Donc ils se sont arrêtés en piste où je crois ils ont dû faire le dernier tour en mode électrique parce qu'ils n'avaient plus d'essence en fait. Ouais, c'est ça, ils ont fini en électrique, ouais. Ouais, j'ai souvenir qu'ils avaient eu une inquiétude, c'est qu'ils ont essayé de se couvrir en faisant l'arrêt au stand le plus court possible en termes de stratégie, parce que derrière il y avait une autre Porsche, il y avait une Porsche qui était devant, il y avait une Porsche qui était derrière, je me demande si c'était pas la vôtre. Si, c'était la 12. Et donc, en fait, ils voyaient que vous étiez un tout petit peu plus rapide, ils se sont dit qu'ils allaient se faire rattraper. Et je crois qu'il y a une histoire comme ça où ils ont essayé de se couvrir aussi. Et donc, selon leurs calculs, ils ont essayé de faire on va dire le meilleur rapport perte de temps plein d'essence pour rester devant vous. Il manquait 2 tours, quoi. Donc c'est pas se couvrir, je trouve. C'est suicidaire de faire ça, genre. Enfin, ça n'allait pas marcher. Après, je crois qu'à l'époque, ils ont dit qu'ils avaient eu un problème avec leur tour à essence, donc ils avaient peut-être fait un bon calcul, mais la tour à essence n'a pas délivré la quantité d'essence qu'ils avaient calculé. Je sais pas après ce qui s'est passé, mais ça au final, possible, ouais. C'est souvent comme ça, c'est un peu le jeu. Quelle est ta marge de... C'est toujours un peu ça dans notre milieu, c'est à quel degré de niveau risque tu veux être proche de la limite en fait. On essaye toujours d'être proche de la limite, que ce soit au niveau du règlement, que ce soit au niveau de la stratégie, de la pression des pneus. Et en fait, c'est quelle marge de manœuvre tu te donnes par rapport à être safe ou à être risqué. Et donc voilà, après c'est toujours un peu la décision des équipes à mettre ce curseur où ils veulent, quoi. Voilà, ils étaient en super risqué, Peugeot. C'est con parce que la voiture elle marche bien. Quand il elle n'y a pas marche de boss, super bien en Qatar, quoi. C'est ça. Tu voyais le jour et la nuit par rapport à l'année précédente, c'était Sebring, la course d'ouverture, où la voiture elle était en galère totale, c'était l'enfer. Je pense qu'ils ont vécu probablement la pire course qu'ils pouvaient vivre. Et ces histoires de pièces, il manquait un peu de pièces, enfin ils avaient tout eu. Là, tout s'était super bien passé pour eux. En plus, c'était leur première course ever, Sebring, non? Non, ils avaient couru un peu avant. Ils avaient couru en fin de saison en 2022. Monza, ah oui, t'as raison, ils avaient fait Monza et Bahreïn. Ah non, ils n'étaient pas à la Bahreïn. Mais ils avaient fait Monza. Je sais plus si c'était la Bahreïn. Si, c'était à Bahreïn. Ils avaient tout fait à partir de Monza. Ouais. Et après, et à Sebring, la voiture n'était pas du tout faite pour la piste. Elle rebondissait de partout avec les bosses. Comme c'est le royaume de la bosse à Sebring, c'était impossible de. Une voiture à effet de sol, elle était en Qatar, quoi. C'est vrai que Sebring et Qatar, c'est les antipodes, quoi. T'es sur un billard au Qatar. Il n'y a pas une bosse. Le billard qatari, c'est comme ça qu'ils disaient les journalistes. Et ça avait favorisé une autre voiture qui était beaucoup plus à l'aise, qui souffrait aussi sur les bosses, c'était la Porsche pour le coup, qui était beaucoup plus, qui d'un seul coup devient performante et qui remporte la première course d'une LMDH, il me semble en WEC.
Exactement, ouais, c'est la première victoire pour une LMDH. Après, c'est un circuit qui va bien, la Porsche. C'est un circuit qui va bien aux voitures qui sont capables de rouler assez bas en hauteur de caisse. Parce que donc les vibreurs sont assez plats. Le tarmac, il n'y a pas beaucoup de dégradation au niveau des pneus. Tu peux, nous l'année dernière, on avait fait un triple relais avec des pneus, tu peux te permettre d'aller assez loin avec tes pneus par rapport à Bahreïn où tu as une dégradation des pneus qui est énorme. Là, c'est un peu l'opposé. Donc c'est marrant parce que c'est un peu dans le même endroit au monde, mais c'est juste au niveau du tarmac qui va faire cette différence-là. Mais voilà, je pense que cette année, ça sera un peu différent. Il y aura quand même beaucoup de voitures, je pense, plus proches de la Porsche. Je pense que la Peugeot va encore super bien fonctionner au Qatar. Je pense que c'est une piste qui leur convient bien. Maintenant, ils ont 1 an complet avec leur nouvelle voiture. Donc je pense qu'ils vont être assez bien armés. Et je pense que ça va être une bataille assez proche entre beaucoup de voitures pour cette première course. Ouais, ça risque d'être sympa cette première manche au Qatar. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose d'Aston Martin dès leur première course, selon vous? Ouais. Moi, je vois déjà comment nous, on est préparé avec une voiture qui a déjà roulé en tant que nouvelle équipe à utiliser cette voiture. Eux, avec une nouvelle équipe plus une nouvelle voiture, je pense qu'ils vont déjà essayer de faire les séances sans problème, d'être toujours un peu à l'heure, de juste faire des tours, de prendre de l'expérience, de pas faire d'erreurs, pas de pénalités. Et voilà, s'ils mettent tout ça bout à bout, peut-être qu'ils feront un joli top 10 ou top 5, mais je pense pas qu'ils peuvent viser beaucoup plus haut. Et après, souvent, comme c'est une nouvelle voiture, la CO et la FIA n'ont pas beaucoup de données pour cette voiture. Et souvent, au niveau de la balance de performance, ils sont un peu mis dans un côté difficile pour eux. Enfin, ils vont pas être favorisés. Souvent, ils préfèrent vachement les pénaliser plutôt que de faire une erreur en les mettant hyper haut. Enfin, une super bob, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ouais, et puis ce serait un peu injuste. Imagine la mauvaise publicité, le mauvais message que tu envoies aux autres. Tu as une voiture qui arrive et elle bat les autres du premier coup parce qu'elle a une BOP un peu trop favorable. Bah, Ferrari à Sebring. Ouais, mais en fait, c'était la pole direct et. Ouais, après je pense qu'ils n'ont pas gagné. Mais ils ont pas gagné. Ils ont pas gagné. Tu vois, elle arrive, elle fait la pole. Imagine la Valkyrie, elle fait la pole. Je pense que la Porsche Cadillac et tout, ils l'auront mauvaise. Ouais, je pense qu'ils l'auront mauvaise surtout, c'est le vendredi soir. Là-dessus, faut. Enfin, et de toute façon, tu peux toujours faire un petit ajustement, non, il me semble, dans le règlement, si jamais ça va un peu trop vite. Non, pas pendant non, tu peux pas entre les qualifs et la course? Non. Non, autant pour moi. Ça s'est pas passé l'année dernière en tout cas. Mais ça, il l'avait fait l'année où Alpine, où la Pierre, il avait fait son tour là. Je sais déjà c'est de quoi il allait parler. Il y avait une année où il avait changé au Mans. Ouais. Bah, non, mais pour le coup, elle avait vraiment changé la veille de la course parce que la rébellion, enfin la 480 était trop rapide d'un coup par rapport au Toyota et du coup la BOP, surtout que c'était pas nouveau la BOP, mais je veux dire on commençait à beaucoup en entendre parler. Du coup, ça faisait débat, etc. Évidemment. Et les règles étaient hyper claires. Elle ne change pas pendant un meeting, etc. Et là, aux 24 heures du Mans, elle change la veille de la course après la qualif. C'était la fête. Ouais, ça avait fait un peu polémique, je me souviens. Je me souviens effectivement que les petites réunions derrière le camion après les qualifs avaient été un peu animées, ouais. Ça avait fait des beaux articles, hein. On était contents, nous. Hein, mais. Je pense que Nico, il s'en veut toujours d'avoir fait ce tour. Hein. Il aurait dû se traîner et sortir les watts pendant la course. Ouais, je pense que c'était une année un peu plus compliquée pour l'Alpine dans tous les cas. Cette année-là, c'était quand même un peu compliqué, je pense, pour Le Mans. Mais là, je pense que ça va être une piste qui va bien leur aller, Qatar Alpine. Moi, je pense que ça va être serré, hein. Ils ont les données de l'année dernière. Ils ont super bien fini l'année. Ils ont utilisé des jokers pendant l'hiver pour fiabiliser la voiture et le moteur en particulier. Donc, je pense que ça va être une piste assez bonne pour eux. Et puis, ils ont des pilotes maintenant. Ils ont changé un peu le line-up. Donc, je pense que Guillaume, il va mettre le champagne au frais le jeudi soir. Ah, franchement, moi je suis super hypé. Ouais, j'espère que l'année dernière, en plus, je sais plus ce qu'ils avaient fait, mais ils avaient fait un double. En fait, ah oui, si, l'année dernière, il y avait eu plein de disqualifications. Enfin, plein. Il y en avait eu 2 ou 3 et on était. Non, plus que. T'avais la Peugeot, la Peugeot avait été disqualifiée. Et la Cadillac. Et la Cadillac, ouais. Et la Cadillac.
Et du coup, c'est pour ça que je me souviens qu'on était remonté dans le classement et je crois que grâce à ça, on avait fait un double top 10, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça avait fini P7, P9 alors que c'était P9, P11, tu vois, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'il y a eu un truc comme ça, effectivement. Mais je Et me je pense souviens, que c'était, excuse-moi, mais je me souviens à la fin de la course, donc le P7, P11, non, le P9, P11 à la base, mais tout le monde était trop content parce que c'était la première course de la voiture et je me souviens de Bruno Famin qui dit, non mais les gars, détendez-vous, genre on n'a rien gagné, vous arrêtez d'être contents comme ça et tout, vous retournez bosser, c'était trop drôle. Non mais c'était marrant. ouais, il prend les matchs les uns après les autres. L'important, c'est les 3 points. Et d'après toi, Guillaume, ça va être qui le favori alors au Qatar? Je t'avoue que j'aurais tendance à dire Porsche, parce que l'année dernière, ils avaient quand même été très bons. Mais je pense que. Alors, il y a une BOP qui maintenant est plutôt bien maîtrisée. Ça me paraît un peu dur à lire. Pour l'instant, ça me paraît un peu dur à lire. Je mettrais, comme toi, Peugeot. Je pense que la voiture va être bien aussi. Je mettrais Porsche, Peugeot, et je pense que Ferrari, ça devrait être quand même pas trop mal. Mais à mon avis, ça va être très. On parle à mon avis, d'écarts qui vont être de l'ordre de la seconde et demie entre toutes les voitures. C'est énorme, une seconde. Bah, sur un tour, sur une course d'endurance, c'est rien du tout. C'est Sur fou. toutes les voitures. Sur toutes les voitures, moi, je trouve que ça va. Hein. Ah non, non, je pense que non, faut que les voitures, si tu fais une course serrée, il faut que ça soit sur un tour, il faut que ça soit en 4 dixièmes. Je sais Bah, pas, je mais serais- les 20 voitures de la grille, tu parles, Olivier? Ouais. Alors, Mais 4 la dixièmes, allez, Valkyrie, on elle va sera pas couper. 4 dixièmes derrière. Hein. Non, mais la Valkyrie, il faut leur laisser, tu sais, c'est des Oui, rookies. non, si on enlève la Valkyrie. Moi, Les moi, autres, je pense que la Peugeot, pour moi, c'est la favorite pour le Qatar. Enfin, moi, je la mets en favorite avec l'équipage, avec Jev, parce que ça serait un bon. Pour eux, ça serait aussi un payback, quoi. Ça serait la bonne vengeance par rapport à la dernière. Enfin, ils le méritent, quoi. Ils méritaient pas ce qui leur est arrivé l'année dernière. Donc, ça serait un beau. La voiture de Jeff, c'est la voiture de. Attends, c'était qui? C'est Jensen, Jensen? non ouais. Ou c'est pas la même voiture, justement? Non, c'est Si, c'est cette voiture, mais parce qu'il avait fait un opening stint de l'espace. Enfin, la voiture marchait trop bien. Et je me souviens, c'était impressionnant ce qu'il avait fait. Je crois il avait gagné 5 places ou un truc comme ça. Enfin, c'était super propre. Ouais, franchement, Peugeot. Après, c'est un peu leur circuit cette année. Enfin, leur circuit sur la saison WEC, en gros, c'est vraiment celui qui leur convient le mieux. Donc, s'ils ont une carte à jouer, c'est vraiment là, quoi. Ouais, puis je pense que la voiture a quand même progressé. Hein. L'auto a progressé en fin de saison, ça commençait à être quand même un peu mieux. Donc, s'ils arrivent à se mettre dans la même fenêtre que tous les autres, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas leur chance non plus. Allez, on va dire si toutes les voitures sont en 6 dixièmes, ce serait, je pense ça va être pas mal, à mon avis. Ah, c'est sûr, une grosse bataille en piste. Et donc là, la course, ça va être une course de. 1812. Il y a deux potentiels fins de course, en fait. Soit tu atteins 335 tours, ce qui est 1812 km. Et soit il y a quelques incidents en course, des safety cars ou des full coursiers, enfin qui ralentissent la course. Et en fait, la course, elle s'arrêtera à 10 heures. Donc en fait, tu as ces deux paramètres à prendre en compte. Toi, pour ça les peut équipes. changer. Ouais. Ça peut changer Nous, la ça vie, change pas grand-chose. En fait, on le sait assez tôt en fonction de la moyenne qu'on fait. Et en fonction de ce qui se passe en course. L'année dernière, il y a eu 2 petits full coursiers parce qu'il y a eu des débris un peu sur la piste. Mais on savait qu'on allait sûrement atteindre les 335 tours avant les 10 heures. Et je crois qu'il y a eu 5 minutes de marge l'année dernière. Donc il n'y a quand même pas énormément de marge. Mais tu le sais assez tôt, dès qu'il y a un safety car, tu sais quasiment que ça va être 10 heures max. Tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Donc là, encore une fois, si tu sais que c'est 10 heures, bah en fait, ta fin de course, ton dernier relais, comme on en parlait tout à l'heure, il va être différent. Donc ça aussi, c'est des calculs à faire en live pendant la course. Et est-ce que le fait qu'ils aient reculé le départ de 2 heures, si je dis pas de bêtises, ça va jouer, vous, sur votre fin de course? Enfin, même le début de course, d'ailleurs, parce que il va y avoir un gros écart de température entre le début et la fin, quoi, parce que ça va finir à minuit, du coup. Ouais, en fait, pour expliquer aux gens, l'année dernière, la course, elle commençait à midi, heure locale, et elle finissait à 10 heures du soir. Ouais, c'est ça. Et en fait, cette année, je crois que pour respecter le début du ramadan, la FIA, la CO, ils ont décidé de déplacer le départ de la course. Et en fait, on part à 14 heures et on va arriver à minuit. La course est à minuit. Donc ouais, forcément, ça va jouer énormément pour nous parce que, enfin, pour toutes les équipes, pas juste pour nous, mais parce que ça va être des températures plus basses. Donc la piste aussi va être plus basse en termes de température. Donc potentiellement, au niveau des pneus, ça va ouvrir plus de stratégies différentes pour les équipes.
Peut-être qu'ils vont se permettre d'aller plus longtemps avec le même set de pneus ou d'essayer des choses différentes avec les pneus parce que forcément avec des températures plus basses, tu peux utiliser des pneus différents. Donc ouais, ça change aussi pour nous. Et ça change aussi assez pendant la semaine l'organisation parce qu'on n'a plus beaucoup de séances en fait qui collent avec ces horaires-là. Et donc en fait nous en préparation de la course pour avoir une séance avec les températures de piste qui collent à ce qu'on va avoir pendant la course, il y en a pas des masses en fait. Ils n'ont pas décalé un FP ou une séance pour justement avoir ça? Non, il y a quelques morceaux de FP2 et des morceaux du prologue, mais par exemple la séance FP1 et FP3, elles sont pas du tout aux horaires de course, donc c'est des séances qui ne sont pas obsolètes non plus, mais qui sont moins intéressantes pour nous. Ok, ouais, je vois. Nous, ça va nous mettre un peu dans le jus pour sauver le résultat dans le journal. Nous, ça va nous mettre un peu dans le jus parce que 22h, ça commence à être un peu tendu. Puisque en Europe, en France, on aura un décalage horaire de 2 heures. 3 C'est heures. 3 heures. Quand je regardais Je crois, sur le non site, j'ai regardé sur le site du Qatar, tu sais, tu peux adapter à l'heure locale. Et je crois qu'on est encore sur 2 heures de différence. Ah ouais, Donc, t'as raison, ouais, c'est 2 heures. 22 heures, ça nous sauve. 23 heures, c'est mort. C'est 22 heures alors. Fin de la course, 22 heures en France, c'est bon. Donc là, je vais juste avoir. Là, pour le coup, je pense qu'il n'y aura pas de citation. Là. Ça va être. Peut-être si j'arrive à. De Mako et tout, si tu veux. Bah ouais, comme il sera vainqueur. C'est ça. Mais non, ça peut être des choses un peu compliquées. Bah, tu vois, Spa, par exemple, l'année dernière, ça nous avait mis dans la sauce. De souvenir, on était vraiment dans la sauce. Et on avait fini pas loin d'être sur le toit quand même. Je me t'ai fait un peu allumer par le secteur industriel de West France. Je suis vraiment pas désolé pour toi. Sur ce coup, ça m'avait bien arrangé que ça soit rallongé. Tu m'étonnes. Non mais Guillaume, en plus, c'était ton meilleur, ta meilleure couverture, enfin pas ta meilleure couverture de l'année, mais je veux dire, c'était trop cool ce que tu avais réussi à faire avec Olivier justement et tout, tu vois. En course, c'est celle que je me suis plus amusé. Ça, c'est sûr. Parce que vraiment, tu vois le truc qui se dessine et puis on en discutait, on échangeait tous ensemble et on voyait le truc se construire. Et ouais, non, quand même, à un moment, tu vois, quand la Ferrari est rentrée, je me suis dit, bon, allez, c'est fini. Je vais aller attendre. J'ai fait le pied de grue chez Jota. Effectivement, j'avais eu l'ingénieur en charge de la stratégie à ce moment-là qui avait senti le truc. Donc, puis même, j'avais réussi à récupérer un des mes cadeaux de Jota aussi que je connais bien, Damien, qui a aussi pu me donner les infos. J'avais eu les pilotes, enfin c'était parfait quoi. Tout était parfait ce soir-là. J'en profite pour revenir sur Qatar parce que j'ai une question. Non, mais c'est le professeur des écoles et attends. On se fait taper sur les doigts, les enfants. Non, divaguer. Non, c'est parce que je me repasse les images du Qatar l'année dernière et je me souviens d'un truc, mais sans trop m'en souvenir. Mais je sais que Olivier va s'en souvenir et parce que lui, il a dû voir sa caisse là-dedans. Et Guillaume peut-être aussi, il y avait un virage où tout le monde s'est sorti, pas en mode méchant si je dis pas de bêtises, mais on avait un où tout le monde se faisait des frayeurs, où tout le monde perdait la bagnole et du coup passait dans le dégagement et tout. Je sais plus lequel c'est, je sais plus est-ce qu'aujourd'hui il y a un bac à gravier à l'extérieur de ce virage ou pas? Non, enfin c'est un peu plus compliqué entre guillemets. C'était le virage 9 et en fait avant ce virage 9, donc il y a le virage 8. Merci, je fais des maths à l'école. Et en fait, à l'intérieur de ce virage 8, il y a des graviers, sauf que les GT, elles utilisent beaucoup le vibreur intérieur du virage 8. Et donc, en fait, les GT mordent sur le gravier du virage 8. Et en fait, quand elles reviennent sur la piste, elles balancent du gravier qui est juste un peu entre le virage 8 et 9. Et en fait, certaines hypercars ou certaines GT, si tu es un petit peu en dehors de la seule ligne en fait, de course que tu puisses suivre à ce virage-là, t'es dans les graviers et forcément si t'es dans les graviers bah tu perds le contrôle de ta voiture et tu sors un peu large quoi. Et donc en fait c'est dû à ces graviers qui étaient à l'intérieur du virage précédent. Donc je sais pas si cette année ça va être toujours le cas ou pas. Moi de ce que j'avais vu sur la F1 les graviers ils étaient toujours là. Parce que c'est pas un problème pour les F1 parce que les F1 elles sont pas autant à l'intérieur que les GT. Donc mais c'est un problème qu'on avait déjà dit à la SEO et à la FIA l'hiver d'avant. On a dit voilà c'est un potentiel problème mais il y avait rien qui a été fait à l'époque. Et j'étais étonné d'ailleurs pendant la course qu'il n'y avait pas eu de full coursier pour nettoyer un peu cette partie de la piste parce que comme tu dis en fait tu pouvais pas, il y avait qu'une voiture qui pouvait passer à cet endroit-là, c'était plein de gravier sur la piste. Ouais c'est ça en fait. Donc, dès que les hypercars essayaient d'enrouler les GT à l'extérieur de ce virage, bah, en fait elles étaient incapables de le faire. Ouais, impossible. C'est comme si tu passes de rouler sur la route normale et d'un côté tu as une plaque de verglas quoi. C'est forcément tu perds le contrôle d'un coup. Donc personne n'allait là. Ouais. Mais ça en avait mis pas mal dans la mer. Enfin pas mal, il y en a au moins 3 qui se sont fait des frayeurs en course, non?
Il me semble qu'il y avait une Peugeot, une Alpine et peut-être. Il n'y a pas une Cadillac à un moment qui, en dépassant une GT, qui coupe à travers notamment. Et, il me semble que j'avais eu un truc comme ça, moi. Ah ouais, il y a Non, eu si pas mal c'était de pas voitures. Bourdet qui avait sauvé, qui avait fait rattraper sa caisse un peu. le héros, quoi. Ça passait, c'était beau, quoi. Donc ouais, je sais pas si ça sera encore le cas cette année ou pas, je peux pas dire. Tant Ça qu'on n'a sera pas le- fait donc notre fameux tour de Oui. piste à pied, le track walk, je peux pas savoir pour l'instant. Il y avait aussi la découverte on parlait des GT3, il y avait les découvertes du trafic qu'avec les GT3 aussi, c'était un vrai sujet. Là, cette année, tout le monde a un peu plus d'expérience sur ce point, donc ça devrait être un peu plus calme, non? Après, il y a quand même plus de voitures que l'année dernière. Donc tu as les Mercedes qui sont arrivés en GT3. Et puis Alors, tu as plus de voitures, non, t'en as toujours 18. T'en as toujours 18, puisque les Lamborghini ne sont plus là. Ouais, mais tu as les Aston Martin en hypercar. Ouais, mais Donc par il y a contre, quand t'as même plus deux nouvelles les marques Toyota. qui sont présentes et Ouais. donc oui, non, au total, je crois que ça fait 36 voitures, donc un peu plus qu'à l'année dernière, je crois de tête. Mais après le trafic au Qatar, c'est un peu compliqué parce que t'as pas de grosses zones de freinage, c'est que des virages un peu enroulés où tu arrives un peu et c'est difficile de doubler en fait au Qatar parce que c'est que des virages à haute vitesse, un peu enroulés, donc tu es obligé si tu te rapproches de quelqu'un pour le doubler, tu es un peu dans cette zone difficile qu'on appelle un peu le dirty air des fois. Et en fait, tu as des turbulences aéro quand tu suis une voiture trop proche, donc c'est difficile de doubler cette piste-là. Ouais. Mhm. Ouais, c'est ça Ouais, que je trouve hyper bizarre par rapport à. Enfin, pas bizarre, mais c'est vraiment la spécificité de cette piste. Enfin, en plus qu'elle soit hyper plate, c'est qu'il n'y a pas de frein. Et à l'époque où j'avais un simu, quand le WEC avait annoncé qu'il irait au Qatar, je m'étais dit, vas-y, je vais apprendre ce circuit, je vais voir ce qu'il en ressort. Et en fait, enfin, c'est le genre de circuit qui est insupportable à jouer, je trouve. Tu vois, après, en termes de pilotage, pour faire la course, je sais pas ce que ça vaut. Mais effectivement, il n'y a aucun frein. Et en F1, en fait, quand tu fais du simu en F1, c'est super rigolo parce que la voiture, elle est collée au sol. Par contre, quand tu es en hypercar ou en GT, et que dès que tu arrives avec un virage, tu es totalement emmené par le poids de la voiture, etc., parce qu'elles ont beaucoup moins d'aéro. Franchement, le circuit, il a pas l'air drôle en tant que pilote, tu vois. Après, je trouve que c'est une piste qu'ils aiment bien, mais c'est difficile, comme tu dis. Et puis, en plus du fait qu'il n'y a pas de mur ou d'herbe en dehors des sorties, c'est assez facile pour les pilotes de se dire bon voilà, je sors un petit peu large, c'est pas très grave, je vais au-dessus du vibreur et puis il y a du tarmac derrière, donc je perds pas trop de temps. Donc souvent, à cause de ça aussi, les limites de piste, c'est compliqué. Donc ouais, c'est une piste qui est atypique forcément. C'est à peu près la seule, je dirais, au calendrier qui est comme ça, c'est vraiment ouais, ça fait partie En fait, c'est très du moto, jeu, quoi. non? Comment? C'est très moto, non? Ouais, c'est une piste Ouais, à l'origine, ouais, exactement. Ouais, c'est une piste MotoGP à l'origine. T'as raison. Donc du coup, enfin, les virages sont parfaits pour eux, quoi. Ouais. C'est un tracé moto, quoi, c'est tout. Guillaume, tu voulais dire quelque chose? j'allais justement dire le tracé moto, mais j'ai été dépassé par Olivier Bertha, qui va devenir notre dataman à ce niveau-là. Et non, c'est vrai que c'est l'avantage c'est ce qui fait aussi que tu as tous ces dégagements derrière et qu'il y a eu tous ces problèmes de track limit l'an dernier qui ont fait qu'il y a eu des petites pénalités par-ci par-là. Moi, je me souviens d'un autre truc aussi l'année dernière qui m'avait marqué, ça avait été des erreurs de certaines équipes et notamment Ferrari. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Olivier? Est-ce que c'est parce que c'est l'ambiance rentrée des classes et on se remet dedans? Alors bon, on fait quelques petites erreurs. Ou là, peut-être il y avait des coups de pression. On veut quelques petites étourderies, on va dire ça comme ça pour parler poliment. Pour Ferrari, je saurais pas te dire, je t'avoue, je vais pas Je vais pas m'envoyer les m'avancer. foudres des Italiens. Mais oui, c'est toujours un peu une course compliquée la première parce que tu as passé donc la dernière course qu'on a eue, c'est le Bahreïn au mois d'octobre 2024. Ça veut pas dire qu'on n'a rien fait, qu'on a posé les fesses sur le canapé depuis le mois d'octobre. Hein, je vous rassure, on a fait beaucoup de choses, mais la course par rapport aux essais qu'on peut faire pendant l'hiver, c'est quand même assez différent. Il y a des règlements à respecter. Forcément, il y a aussi d'autres voitures en piste. Tout le monde veut prouver quelque chose de la première course. Donc, il y a quand même un peu une tension qui est particulière et forcément, le côté humain n'est pas optimisé dès la première course de l'année pour la majorité des équipes. Donc, c'est aussi pour ça, des fois, on voit quelques petites erreurs à droite, à gauche qu'on voit pas d'habitude. C'est aussi un peu comme tu dis, la
la remise, la rentrée des classes, quoi. Donc, c'est à ces moments-là où c'est plus facile de faire des erreurs. Alors, aussi un petit détail qu'on n'avait pas évoqué au niveau logistique, comme on n'est pas sur un circuit européen, vous n'avez pas vos installations habituelles, il y a des espèces de petites maisons qui sont installées juste derrière le paddock, ce qui est d'ailleurs pratique puisque tu croises vraiment tout le monde. Pour le coup, je trouve que c'est un vrai working paddock où tu croises très facilement les interlocuteurs. En tout cas, pour un journaliste, c'est parfait. Mais le fait d'être dans des installations un peu différentes de d'habitude, ça vous contraint beaucoup. Au contraire, vous êtes plus à l'aise. Pour toi, Guillaume, comment c'est chez Alpine? Non, mais pour le coup, je pense que on est d'accord pour dire que le circuit, les infrastructures du Qatar, elles sont incroyables. Dans le sens où quand c'est un overseas, mais à Sao Paulo ou à Sebring, ça n'a rien à voir. Alors que, au Qatar, je sais pas quelle est votre méthode de travail chez Jota, mais il y a des salles. Il y a des salles au rez-de-chaussée, à l'étage, tout est climatisé, il y a la domotique. Enfin, je veux dire, c'est un circuit hyper moderne. Donc jusque-là, pour moi, on est carré au Qatar, quoi. Ouais, en fait, pour expliquer, d'habitude, à l'arrière des garages, par exemple, au Mans, on a des camions où il y a des salles de réunion ou des salles pour réparer les pièces ou les choses comme ça. Et en fait, au Qatar, il n'y a pas du tout. Donc, à l'arrière des garages, il y a rien. En fait, il y a une zone où on peut marcher, où le public peut se balader dans le paddock. Et en fait, 50 mètres plus loin que le garage, environ, il y a ce qu'on appelle des villas. Et en fait, dans la villa, donc il y a des grandes salles, des cuisines, des toilettes, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, c'est dans ces salles-là qu'on installe tous les ingénieurs, normalement, toutes les salles de réunion, les salles, un peu le meeting, quand il y a des médias aussi qui sont là. Les villas, pour le Ouais. coup. Et donc, comme dit souvent, Guillaume, les gens, ils voient bien comment est fait le paddock à Bahreïn, tu sais, avec les palmiers et tout. Souvent, ils voient, c'est un peu pareil. C'est d'un côté, il y a les box. Ensuite, tu as le truc avec tous les palmiers et tout de Bahreïn. Et les villas derrière. En fait, au Qatar, c'est pareil, sauf que les villas, elles font 3 fois celles de Bahreïn, en vrai. Ouais, donc c'est vrai, tu as raison, Guillaume, au début, ta première question. Donc là, c'est un peu différent en termes d'organisation par rapport à une course européenne. La façon dont on travaille. Au final, on a les mêmes outils, on a les mêmes écrans, on a accès aux mêmes données. Sauf que c'est plus au niveau, par exemple, au niveau du transfert de données en Wi-Fi ou des choses comme ça, ou en Ethernet par rapport au camion. Donc c'est là où c'est un peu différent, mais au final, que ce soit les ingénieurs ou les mécanos, tout le monde a les mêmes outils. C'est juste quelques petits changements. Au lieu d'être juste derrière les mécanos, on est 50 mètres plus loin, quoi. En tout cas, pour la presse, c'est vachement bien. Ça, je peux vous le dire. C'est vrai. Après, c'est des pays c'est super bien. C'est des pays comme Bahreïn qui sont, moi, je trouve, de mon avis personnel, magnifiques de nuit. C'est bien éclairé, mais c'est vrai que des fois, de jour, c'est pas la même limonade. Il fait chaud, il y a du sable. En plus, les punis, par contre, qui sont, à mon avis, ceux qui sont pas vernis par ce paddock, c'est Enfin, je sais pas si vous, Jota, c'était pareil, mais moi, j'ai un très bon pote qui était au Composite l'année dernière et ils étaient punis vraiment quasiment sur le parking. Sur le parking des bagnoles du circuit du Qatar, tu vois, genre derrière les villas. Donc pour le coup, eux, ils avaient pour voir les gens ou faire une pause, fallait vraiment marcher 5 minutes, quoi. Et du coup, ils étaient isolés toute la journée pendant 15 jours au Qatar, sous une tente noire en plein soleil sur un parking. C'était l'enfer, quoi. Ouais, c'est vrai que les belles images de la télé, souvent nous on les voit pas vraiment. On est juste dans un garage ou dans un bureau pendant 2 semaines, quoi. Ouais. J'ai un autre souvenir, moi, c'était les parkings qui étaient derrière, en fait, presse, RP, tout ça. On avait tous les mêmes voitures, c'était des Nissan Sentra, c'est des espèces de berlines blanches, la Nissan un peu de base, je vais pas dire toute nulle, mais on était tous comme ça en train de... Il y avait que des Nissan Sentra blanches, partout. Et pour retrouver ta voiture le soir, de nuit, mais c'était un enfer. Fallait la faire sonner. Ouais, mais bon, le problème c'est que quand t'as tous les journalistes qui sortent en même temps et qui font tous sonner leur voiture en même temps, donc non, on galérait un peu. Mais je vois très bien ce genre de voiture. De toute façon, à Bahreïn ou au Qatar, c'est tout le temps ces voitures de loc qu'on a, je pense. Donc, Par contre, c'était vachement agréable à conduire. J'ai beaucoup aimé, moi. C'était assez puissant, c'était nerveux, c'était pas mal. c'est vrai. T'as changé de la BX? Non, la BX, elle est pas nerveuse du tout. Hein. D'ailleurs, elle en est où, la BX? Écoute, j'attends que on doit acheter une boîte et puis on doit la changer. Donc, c'est toujours pas fait. J'attends un mécanicien qui répare normalement des LMDH, quoi. C'est beau, voilà, quand même. c'est ça. C'est vrai que c'est beau, ça. Pour la petite histoire, quand même, c'est un mécano de chez Jota que tu connais bien.
qui va t'aider à réparer ta Citroën, quoi. Bah ouais, parce qu'il habite pas il habite dans dans le village à côté du mien, donc en Sarthe. Donc il me dit non, mais il faut qu'on trouve du temps pour la faire. Si bien qu'en fait, elle a craqué fin juin. Et on est arrivé en février, la saison du WEC reprend, elle est toujours pas réparée, elle a pas roulé depuis. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, il va jamais te la faire. Autant la mettre dans un petit garage Manceau, ça ira plus vite. Hein. Non, même si on peut attendre, je préfère parce que quand même, il va pas tout à fait me facturer la même chose, je pense. Tu nous l'emmènes au circuit pendant la semaine des 24. Normalement, on a du temps. On n'a pas grand-chose à faire. Ils vont changer le truc, ils vont me remplacer la banquette arrière par le système de la Cadillac, tu vas voir. La BX, ça va s'envoler dans les linodières. La folie. Après, elle est aux couleurs de Jota. Hein. C'est à prendre ou à laisser, les gars. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est à laisser. Hein. Moi, je la prends pas. Toi, tu viens avec quoi déjà au Mans à chaque fois? Ouais, je viens avec une voiture ancienne. Je viens avec une Golf GTI, normalement, de première génération. C'est un peu le rituel depuis que j'ai commencé au Mans en 2014. Elle est jolie. Hein. Elle est bien. Non, elle est bien. Je pense que cette année, pour te concurrencer, je viendrai avec l'AMG plutôt. Ce sera plus sympa. Tu penses que tu vas vraiment faire ça? Sur les mauvais parkings des 24 heures du Mans? Ça dépend de sur lequel, tu vois, pour la journée test, par exemple, c'est toujours, il n'y a jamais personne. Après, elle a une garde, elle est... C'est vrai que tu habites à côté, donc tu peux choisir quelle voiture tu prends quand, mais nous, en fait, ouais, on fait un choix au début et après, on doit s'y cantonner pendant 10 jours de meeting. Si tu veux, je te prêterai la BX. Tu feras la BX Alpine. J'hésitais à venir avec la Miata, mais en fait, le truc qui m'a fait dire de ne pas la prendre, c'était les parkings, tu sais, toute la poussière, toute la boue et tout. Je me suis dit, mais c'est une idée de merde, en fait. En plus, l'année dernière, ça a été une cata. Il s'était mis, quand il a plu pendant la pluie et que Olivier s'amusait à jouer aux échecs avec tous les autres ingénieurs, là. Les parkings étaient inondés. Je me souviens, moi j'y étais allé avec la BX et je l'avais mis en position haute et j'ai laissé sur le côté l'équipe de communication Ferrari qui était embourbée. C'était terrible. L'année dernière, c'était vraiment terrible. Ah, j'imagine bien la plaie. Ouais. Mais pourquoi t'es perdu du circuit à ce moment-là? C'était le pire moment pour partir, je pense, non? Non, moi je revenais en fait pendant la nuit. Pendant la nuit, moi je coupe pendant les 24. Aller de 3h du mat à 6h, je vais dormir dans mon lit. Et parce que derrière il y a un journal à faire et que ça peut être vite compliqué le soir. Donc en vrai, cette année t'as rien manqué. Hein. T'as bien fait. Cette année j'ai choisi le bon horaire. Il y a eu une année où je suis allé me coucher, c'était en 2014. C'était la première fois que je le faisais. J'ai dû aller me coucher à 2h du mat. Je suis revenu à 6h. Quand je suis parti, c'était la Porsche c'était une Toyota en tête avec 2 Audi derrière et une Porsche. Et quand je suis revenu, c'était la Porsche qui était devant. La Toyota avait pris feu. Enfin, il y avait. Et là, je me suis dit, plus jamais, mais finalement, avec l'âge, tu te dis, finalement, si un peu. C'est beau, c'est beau. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qu'on pouvait se poser sur le Qatar. On en aura sûrement d'autres après la course. Quels sont les conseils qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, qui sont évidemment pas sur place, et pour qu'ils arrivent à suivre au mieux, du coup, cette semaine des 1812 km du Qatar? Quels sont vos tips à distance? Du coup, je pense que ça fait longtemps que... toi, Olivier, ça fait très longtemps que tu n'as pas dû faire une course de WEC à distance. Mais quand tu suis l'IMSA ou, je sais pas, si tu regardes le LMS ou d'autres séries, je sais pas, comment tu arrives à avoir le plus d'infos possible sans y être? Parce que souvent, on a des fans qui essayent d'aller plus loin, tu vois. Enfin, pas plus loin, mais qui sont hyper investis et ils sont en mode... Alors, donnez-moi les outils, quoi. Il y a un site internet que j'aime bien utiliser, qui est le site internet officiel de l'entreprise qui fait le chronométrage pour le WEC. Donc c'est Alcamel, ça s'appelle. Donc le site internet, je crois, c'est fiawec.alcamel.com ou quelque chose comme ça. Enfin, si vous tapez FIA WEC Alcamel, vous trouvez. Donc sur ce site-là, tu as toutes les données informatiques au niveau du timing. Et tu as aussi une partie où il y a tous les bulletins en fait au niveau de la dernière BOP par exemple, ou si une équipe a eu une pénalité pendant une séance. C'est sur ce site-là que toutes les informations sont passées aux équipes. Donc c'est un bon site pour suivre un peu entre les errances et pendant les séances. Ouais, c'est ça. Alcamel, éventuellement, si vous avez la FIA WEC TV, c'est vachement bien pour le coup. Tu as accès à toutes les séances en anglais. Moi, je les écoute en anglais maintenant. Les commentaires, souvent, t'as la radio, les commentateurs, ils se testent quand les pilotes ou les intervenants y parlent. Donc l'avantage, c'est que tu peux vraiment écouter ce qu'ils disent.
Mais si vous avez un abonnement via WEC, c'est vachement bien. Et puis après, il y a les médias spécialisés, évidemment. Et qui via WEC, sont- en plus, tu dois avoir pas mal d'on-board, non? Via WEC, tu peux même choisir de suivre la course depuis une voiture. Je Des pense pas que- avantages je pense pas que tu aies toutes les voitures, mais tu dois. Non, c'est mais payant, ils en par contre. choisissent. Oui, c'est payant. Ouais, Mais c'est c'est pas payant, très cher. ouais. Ça doit être 30 € la saison ou un truc comme ça. Ouais, Je crois que enfin, c'est pour 5 les € la gens course. Qui n'ont pas d'argent, par exemple, le site Ouais. comme FIA WEC, ok, il n'y a pas d'image, mais tu as beaucoup d'infos gratuitement. Et en revanche, je sais que c'est valable pour pas mal de teams en hypercar. Quand tu as la onboard disponible sur FIA WEC TV, c'est parce que la Prod TV a équipé les voitures de la caméra machin, qu'ils ont le flux et tout. Et souvent, enfin c'est valable dans 100% des cas, l'équipe retransmet sur sa chaîne YouTube. Donc en gros, tu vas sur la chaîne YouTube d'Alpine ou celle de Toyota ou celle de Ferrari et tu as accès, tu as 2 lives YouTube pendant les courses ou même souvent pendant toutes les séances. Et tu as accès aux onboards du coup gratuitement sur YouTube. Bah ça, c'est des courses qui sont sympas. Mais je me souviens, c'est souvent Ferrari, hein, elles sont souvent choisies. Il y a Toyota aussi qui le fait, très souvent. Ouais. De tête, ceux qui font tout le temps, c'est Peugeot, Toyota et Ferrari. Et en plus, ceux qui font comme tu Nous aussi, disais, on l'a fait toute la semaine dernière, hein, mais bon. Ah, Parce que- Alpine, j'ai moins vu. Après, sinon, en France, ça passe sur quelle chaîne? C'est quoi? C'est sur l'équipe et sur Eurosport? C'est sur l'équipe 21. Ouais, l'équipe 21, ouais. Je sais pas qui commande cette année. Mais Et donc ça, pareil, c'est gratuit pour les gens, si vous veulent regarder. C'est gratuit, mais ils passent pas. Je sais pas s'ils vont passer toute la course. À mon avis, souvent, sur ils font départ-arrivée, ouais. Et sur le site, par contre, de l'équipe 21, tu peux avoir Ouais. accès à toute la Ouais. course, si je me trompe pas. Ouais, tu fais sur l'équipe. Mais d'ailleurs, souvent, c'est beaucoup mieux le site internet que la TV. Tu vas sur l'équipe.live et là, tu as toute la course. C'est pas mal. Bon, c'est On a ça. donné les clés pour regarder. Évidemment, la course. d'écouter tous les podcasts Troisième Relais, histoire de bien vous remettre dedans. Et puis de suivre sur Insta Franck Paradisio. C'est un mec qui est dans le milieu, il est pas mal, je crois. D'ailleurs, gros glow up depuis l'année dernière, moi je trouve Franck Paradiso le compte. C'est vrai? Je trouve que ça. Bah ouais, je trouve que c'est beaucoup plus quali qu'avant. Enfin, pas plus quali, mais plus. Enfin, moi je préfère par rapport à avant. Par rapport Ok. à continuer à mettre tous les côtés, les petits mèmes et tout là. On en avait parlé en off, enfin, pas forcément sur le podcast, mais je trouve que ça devient plus. Voilà, moi je préfère en tout cas. En fait, Moi, je me suis dit à un moment. En fait, comment dire? Je me remets tout le temps en question avec ce compte et du coup, ça me fait plaisir d'avoir des retours parce que j'en parle avec très peu de monde finalement. Et en fait, parfois, je suis dans des moods où je me dis, vas-y, j'essaie d'être un média, et je relais telle nouveauté, tel truc. Et en fait, il y a des moments où ça me saoule, je suis payé par personne, genre c'est un truc que je fais gratos de mon temps et tout. Du coup, il y a un moment cette année où je me suis dit, enfin cette année début 2025, j'arrête de me prendre le chou et je fais un truc un peu shitposting, tu vois, où je fais que des vannes, que des trucs comme ça. Et je crois que ça me plaît bien et je sais pas si ça plaît aux gens en vrai. Et, de toute façon, mais, Ouais, mais enfin, si dans les chiffres d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal. Les gens ils rigole bien. rigolent bien. En fait, ils aiment bien Mais- rigoler. Il y avait tes posts un peu quali là où tu faisais en une image, tu donnes une info. Ça, je trouvais ça vachement bien. Ça, pour le coup. Tu vas vois, c'est continuer là à en la faire un peu différence de public entre Nedelec Ouais. et moi. Par exemple, Nedelec, il aime bien les trucs quali avec les stats, Moi, qui a j'aime bien gagné les la blagues course, aussi. qui a fait quoi. Moi, j'aime bien les shitpostings avec les mèmes et les gifs. Je les aime bien aussi, mais c'était pour apporter le côté sérieux aussi qu'il sait faire. Ouais. Sinon, les gens ils vont retenir qu'il fait que du shitposting, alors que il y a pas mal de travail derrière. Comme. C'est vrai. Bon bah merci en tout cas, c'est gentil. Je vais continuer. Continue, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Ouais. Bon, sur ce, messieurs, on va se donner rendez-vous au Qatar. Enfin, pour vous, amusez-vous bien sans moi. Ouais. On te verra des photos. On mettra des Ouais. photos sur le compte de Troisième Relais, peut-être, je sais pas. Ouais, vous allez carrément. envoyer des photos, vous faites des trucs super cool, et puis dire tiens, regarde, on a fait ça sans toi, ça c'était vachement bien. Guillaume, il Ouais. montrera où sont les tentes des composites pour montrer les finis du paddock. Des Exactement. Forza, tu sais, c'est le bagne. Tu Ouais. vas surnommer ça comme ça, la zone du bagne. Ah, Je ça te va être jure, pas mal. c'est ça. Hein. Bon bah messieurs, Bon. merci beaucoup. C'était cool. Merci beaucoup. C'était cool. On souhaite à tous une très bonne semaine du Qatar. N'hésitez pas à nous écrire cette semaine sur le Instagram de Troisième Relais si vous avez des questions. On fera de notre mieux pour y répondre dans l'épisode débrief du Qatar. Et puis on se donne rendez-vous du coup la semaine dans 2 semaines pour cet épisode débrief. Début mars. Début mars. Ouais. Et peut-être qu'on aura la liste des engagés des 24 heures. Le fan numéro 1 du Mans, absolu et de retour. Ouais, là c'est le WEC Guillaume, hein. On parle du WEC en fait.
Mais ça fait pas partie du WEC, Le Mans? Et Ah, en mais vrai, c'est pas devrait- la. C'est une communauté, tu vois. Il y a pas que Le Mans dans la vie, Guillaume. Mince, je suis déçu. Non, mais je crois que si mes informations sont bonnes, ça tombera autour du 3 mai, du 3 mars, donc 3-4 mars, Ouais. ça devrait être là-dedans. Ouais, c'est ça, Voilà. ce que j'ai vu passer aussi. Ok, bon bah, à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Salut! Ciao.